bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Patrice Poncet, chef du service environnement et prévention des risques à l'ADEAL. Bonsoir. Bonsoir à tous vos auditeurs. Alors, la ressource en eau est actuellement sujette à de nombreuses inquiétudes. Une ressource en eau qui est, semble-t-il, insuffisante. Alors, qu'en est-il très exactement actuellement et quelles mesures vont être prises, quels dispositifs pour justement pallier ces difficultés? On verra cela tout à l'heure avec vous. Avec nous également tout à l'heure, on retrouvera Isabelle Fargier du côté de Longoni où a lieu actuellement un exercice attentat. On verra ce qu'il en est très exactement des mesures prises en place et comment cela se passe sur place. On verra cela tout à l'heure avec elle. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 7 décembre. Ce matin, une réunion a eu lieu à la Diecte, réunissant les grévistes de Panima, leur direction et un conciliateur envoyé de métropole par Cervère, dont Panima est une filière. Un accord a pu être trouvé, notamment sur une augmentation de salaire à hauteur de 160 € par mois, étalée sur 4 ans. Un relevé de conclusion a été acté et le directeur s'est engagé à mettre en place des discussions pour essayer d'améliorer les conditions de travail. La grève prend fin et les salariés seront de retour à leur poste dès demain. Plus d'informations dans votre journal. Retard de paiement, perte de dossier, RIB associé au mauvais destinataire, plateforme de dépôt de dossier inefficace. Les étudiants se plaignent de la direction des politiques scolaires et universitaires du conseil départemental. Ce matin, le président de la commission en charge de l'attribution des bourses était sur notre plateau pour se défendre face aux accusations. Mais son discours n'a pas été jugé satisfaisant par un grand nombre d'étudiants mahorais, las d'entendre sans cesse le même discours. Le collège de Passamenti continue sa semaine de la solidarité. Jeux olympiques solidaires, initiation aux gestes de premier secours, groupe de parole, parcours fauteuil roulant. Aujourd'hui encore, les animations auront été riches. Nous avons choisi de faire un focus sur une de ces animations, sur les conditions d'accueil des personnes en situation de handicap et sur ce qu'il reste à mettre en place pour leur permettre d'étudier au mieux. Reportage à la fin de cette édition. Et pour ouvrir cette édition, prenons sans plus tarder la direction de Longoni où se trouve actuellement Isabelle Fargier. Isabelle, vous êtes avec nous? Isabelle Fargier? On ne vous entend pas très bien, Isabelle. Est-ce que vous m'entendez, Amina? Ça va mieux, oui. Alors vous êtes en ce moment même à Longoni, on le voit derrière vous, des dispositifs sont mis en place, on voit les pompiers et autres. Qu'est-ce qui se passe exactement, Isabelle? Alors, Amina, Pierre Bellucci, nous sommes à Longoni, au dépôt Matisse pour la prise. L'assaut vient d'être donné. Que s'est-il passé? Eh bien, écoutez, à 16h, une fusillade a eu lieu au collège de Kungu, pardon. Les forces de police et les pompiers sont très vite arrivés sur place, ainsi que les médias aux alentours de 16h. Un hélicoptère a également déposé la directrice de cabinet de la préfecture ainsi que le commandant de la gendarmerie sur le site. Oui, il y a eu une fusillade et il y a eu 8 victimes. Parmi ces 8 victimes, des collégiens et des collégiennes. Ensuite, le tireur a pris un bus en otage et est venu ici au dépôt de Matisse, comme vous voyez derrière moi. Et les négociations avec les forces de l'ordre et le tireur ont duré pendant plus de 3 heures. L'assaut vient d'être donné. L'assaut a été donné il y a 4 minutes environ. Amina, c'est bien évidemment un exercice, vous le savez, par les temps qui courent. Situation très compliquée. Isabelle, on ne vous entend plus très bien. On nous entend plus très bien. Est-ce que vous m'entendez, Amina? Alors, je pense qu'il y a un peu trop, c'est au niveau du vent, il y a un peu trop de vent, j'ai l'impression. En fait, non, il y a l'hélicoptère qui est juste au-dessus de moi, qui fait des tours et qui nous éclaire, qui éclaire bien évidemment la zone pour aider les services de secours et bien évidemment le GIGN qui a pris d'assaut ce bus où un tireur avait pris en otage des collégiens. On sait qu'il y avait 8 victimes. Le chauffeur a été tué et un collégien a essayé de s'enfuir. Il a également été tué. Amina, c'est un exercice, je le disais. Les services de la préfecture ont mis en place cet exercice pour tester, si je puis dire, la réactivité des médias, voir en combien de temps les médias pourraient être sur place, mais également la réactivité des secours et des forces de police. Alors quand on est arrivé sur le site, c'était vraiment très très réel. Le climat était très tendu. Bon, il y a eu plusieurs barrages avant d'arriver sur le site. Les policiers nous posaient, les gendarmes nous posaient 10 000 questions pour effectivement vérifier
le procureur était sur place et au moment où le procureur était sur place, plus aucune information ne pouvait filtrer. Nous ne savions pas de quelle identité était le tireur. Nous savions que c'était un homme. C'est bien évidemment un exercice grandeur nature qui a mobilisé énormément de forces de police et de forces de secours et le GIGN qu'on a pu voir en action derrière moi pour effectivement sauver ces otages dans le bus. Alors on imagine, Isabelle, que l'ambiance est assez particulière, hein? Climat très tendu comme je le disais, puisque nous sommes en condition réelle. On nous a posé beaucoup de questions à l'entrée des barrages. Il y a eu plusieurs barrages pour arriver sur le site là où il y avait le bus qui était pris en otage. Et en fait, ça faisait plus de 2 heures que l'on attendait et qu'il y avait des victimes qui étaient juste derrière moi en pleine négociation entre les gendarmes et le procureur et le tireur. Climat très tendu. On a vraiment du mal à vous entendre, Isabelle. On a vraiment du mal à vous entendre. On le sait également, la directrice du cabinet du préfet est également sur place, Isabelle. Oui, la directrice de cabinet est sur place. Je ne sais pas si elle pourra venir nous dire 2 mots. Je vous propose qu'on s'appelle tout à l'heure pour refaire le point, évidemment, sur la situation. Merci beaucoup Isabelle, à tout à l'heure. Et revenons à présent sur le mouvement de grève entamé depuis maintenant 2 semaines au sein de la société Panima. Les représentants syndicaux étaient à nouveau conviés à la DIECT ce matin, l'occasion de rencontrer le conciliateur envoyé par le siège de Serveurs à Paris, dont Panima est une filiale. Une rencontre qui aura été fructueuse puisqu'après une matinée de dialogue, les 2 parties ont réussi à trouver un terrain d'entente. Les salariés ont notamment obtenu une augmentation de 160 € à peu près par mois, étalé sur 4 ans. Compte rendu dans ce sujet signé Assoumani Darwesh et Pierre Bellucci. Une nouvelle réunion se tenait à la DIECT ce matin afin de trouver un accord permettant de sortir du conflit qui a agité la société Panima durant les 2 dernières semaines. Et à la fin des discussions, le secrétaire départemental du syndicat Force ouvrière nous a immédiatement fait part de sa satisfaction. Nous, les organisations syndicales, on était invités justement pour amorcer le dialogue social et pour pouvoir parvenir à un règlement de ce conflit. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est parvenu à un accord en ce sens que l'employeur a accepté une augmentation de salaire à hauteur de 160 € étalée sur 4 ans. Donc, je vous rappelle que la principale revendication du personnel, c'était d'obtenir une augmentation de salaire de 250 €. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, le prix à payer pour le dialogue social, c'est de trouver un consensus. Donc le consensus a été trouvé. Les salariés ont ainsi obtenu une augmentation de salaire de 160 € par mois, étalée sur 4 ans. À chaque 1er janvier jusqu'en 2020, 40 € supplémentaires alimenteront ainsi les feuilles de paie. D'autre part, l'entreprise s'engage à revoir les conditions de travail grâce à des discussions qui seront menées avec la direction. De très bonnes nouvelles qui impliquent une reprise du travail dès demain. La grève est finie, alhamdulillah, ça va, tout va bien. Et on est content parce qu'il n'y a pas que les salaires, mais on a parlé beaucoup de choses qu'on va le mettre en place pour l'avenir du personnel de la société Panima. Aujourd'hui, on peut certainement le dire que la société Panima a retrouvé la paix sociale et que dès demain, les grévistes reprendront le chemin du travail. Seul bémol, 3 représentants syndicaux ont été assignés en justice suite au blocage de la société durant la grève. Même si ces derniers restaient très sereins quant au verdict du tribunal. En fait, ça, c'est la justice qui va déterminer, mais seulement nous, on était au tribunal, c'est juste parce qu'ils nous accusaient pour les délits d'entrave, comme quoi on a empêché les gens de travailler, on a empêché les camions de ne pas circuler normalement. Du coup, ça, nous, on n'a pas fait ça. Du coup, ça, c'est ça qu'on nous a fait envoyer au tribunal pour quand même s'exprimer. Dans le relevé de conclusion, la société s'est engagée à ne garder aucune rancune et à n'appliquer aucune sanction disciplinaire envers les grévistes. Demain, le protocole de fin de conflit devrait donc être signé et le travail va ainsi pouvoir reprendre dans le calme et la sérénité.
Et depuis des années, les étudiants mahorais se plaignent des bourses attribuées par le conseil départemental. Et malgré l'enveloppe de 13 millions allouée cette année encore aux services concernés, les associations dénoncent des retards de paiement, des pertes de dossiers ou encore une plateforme de dépôt de dossiers non fonctionnelle. Ils ont ainsi lancé une pétition et s'apprêtent à mener des actions d'envergure. Ce matin, le président de la commission d'attribution des bourses était sur notre plateau afin de défendre le travail mené par les agents. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Depuis la rentrée scolaire 2016-2017, plus de 200 étudiants mahorais se plaignent de ne pas bénéficier des bourses accordées par le service de la DPSU. Perte des dossiers, incapacité des agents de la direction des politiques scolaires et universitaires à répondre aux questions, plateforme de dépôt des dossiers non fonctionnelle. Selon les étudiants, les éternels problèmes ressurgissent dans l'indifférence générale. Un point de vue que ne partage pas Ali de Brécombeau, le président de la commission des bourses et des aides du département. Tout ça, on l'a recensé avec le service informatique. Et moi, je dis à la DPSU, je considère qu'à partir du moment où un élève est rentré dans le site, a commencé à faire sa demande, il nous a saisis. Les problèmes inhérents à l'informatique ne peuvent pas être incombés à l'étudiant et le mettre en difficulté et qu'on lui refuse sa bourse. Donc on s'est arrangé en interne, on a trouvé la solution. Maintenant, il faut qu'on accepte d'entendre que ces 200 autres n'ont pas fait de demande. Comment voulez-vous, on est dans une administration, je suis soumis à des questions de contrôle. Comment voulez-vous que j'attribue une aide à quelqu'un qui n'a pas fait de demande? Après cette intervention du porte-parole de la majorité au conseil départemental, de nombreux étudiants ont souhaité réagir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne partagent pas l'avis du président de la commission des bourses. Les propos de M. Debré nous ont tout d'abord choqués, puisque si on regarde bien la réalité des choses, ça fait depuis plus de 10 ans que ces mêmes propos sont tenus par les différentes responsables qui sont succédés au conseil départemental. Et jusqu'à maintenant, aucune avancée majeure n'a été constatée par les associations étudiantes. Nous, ce qu'on demande tout simplement, c'est la réintégration des étudiants lésés par le dispositif d'accompagnement. Or, M. Debré nous annonce que le dispositif d'inscription a été résolu depuis quelque temps. Bizarrement, on constate que sur les périodes d'inscription, beaucoup d'étudiants nous ont saisis pour nous alerter sur les problèmes informatiques qui ont été constatés par eux. On avait rencontré récemment le cabinet du département qui a reconnu ces problèmes informatiques. Maintenant, on se demande qu'est-ce que véritablement le département cherche. Est-ce que le département cherche à mentir aux Mahorais en leur disant qu'on est dans un pays où tout va bien, ou alors le département veut travailler avec nous? Autre problème dénoncé dans une pétition et dans une lettre envoyée au président du conseil départemental, les retards de paiement. Un problème qui n'a pas été évoqué ce matin. Ce qui m'a étonné dans le discours de M. Debré aussi, c'est le fait que M. Debré, à aucun moment, n'a parlé des retards chroniques de versement de la bourse DPSU. Or, depuis plus de 10 ans, les étudiants rencontrent ces mêmes problèmes de versement. Si vous regardez bien l'ensemble des doléances des étudiants, il n'y a ni plus ni moins que le respect intégral du règlement intérieur de la DPSU. Un règlement intérieur qui semble en effet loin d'être respecté. Les anomalies seraient nombreuses et selon des sources internes, des doubles paiements sont adressés à des étudiants proches d'agents du conseil départemental ou d'élus. Parfois, il n'existe même pas d'étudiants derrière un dossier et c'est un tierce qui empoche les compléments. Des pratiques qui n'ont pas été niées par Ali de Brécombeau ce matin. Mais ça m'a permis, depuis lundi, de comprendre certaines choses. Ça m'a fait revenir 2 ans en arrière et de comprendre certains comportements, certains agissements. Et donc nous, hier, on a travaillé toute l'après-midi à partir des revendications des étudiants, mais à partir aussi de ce que vous avez écrit dans cet article. Et je répète, on est dans une administration et on prendra les dispositions qui s'imposent. Cette intervention n'aura donc pas convaincu l'ensemble des étudiants, mais les problématiques qu'ils dénoncent sont aujourd'hui traitées en place publique. Et cela constitue déjà un grand pas en avant. Et voyons à présent ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce mercredi 7 décembre. Je vous en propose un petit tour d'horizon dans l'actualité en bref. La préfecture informe qu'hier, une opération de destruction de plants de tomates contaminés au diméthoate a été menée sur 2 parcelles situées au lieu-dit Momohou, dans la commune de Bandrélé.
Au préalable, de nombreux prélèvements avaient été réalisés tant sur les marchés que sur les parcelles de production suite à des soupçons de recours à ce produit dangereux. Et il se trouve que 18 échantillons analysés par le laboratoire des fraudes à Massy ont révélé des traces importantes de cet insecticide interdit. La préfecture informe que lorsque les dosages ne sont pas respectés, le diméthoate peut s'avérer très dangereux et nocif pour la santé. Sur les prélèvements effectués, il est ressorti que 22% ne comportent pas de traces, 78% confirment la présence de diméthoate, tandis que 55% comportaient une présence supérieure de 500% de la limite maximale résiduelle, exposant ainsi le consommateur à un risque aigu de maux de ventre, vomissements, vertiges et diarrhée, avec un risque accru pour les populations fragiles, telles que les enfants et les personnes âgées. Face au fléau de la délinquance souvent liée à la prise d'alcool, le maire de Bandrélé vient de prendre un arrêté d'interdiction. La municipalité écrit ainsi, je cite, « Après plusieurs incidents récents s'étant produits dans le cadre de rassemblements festifs et alcoolisés, le maire de Bandrélé informe l'ensemble de ses administrés que la consommation d'alcool est interdite sur la totalité de la commune, tous les jours de 20h à 6h du matin, notamment dans les espaces publics énumérés ci-dessous, les groupes scolaires du premier degré, la cité scolaire de Bandrélé, les abords de l'ancienne mairie de Bandrélé, le plateau sportif communal, les terrains de football communaux, les abords de la MJC de Nyambadao ou encore les parkings publics. La consommation d'alcool dans la commune se cantonnera donc aux terrasses de cafés et restaurants ou dans les lieux de manifestations locales où la consommation d'alcool a été autorisée. Toute infraction aux dispositions de cet arrêté sera constatée par un procès verbal et poursuivie conformément à la loi. Nouveau mouvement de grève en perspective. Lors d'une réunion d'information syndicale, les agents de la mairie de Pamandzi ont décidé de lancer un préavis de grève en réponse aux mesures annoncées par le maire de la commune. Ils réclament ainsi l'application du taux de 40% d'indexation des salaires à partir du 1er janvier 2017, la mise en place immédiate du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou encore le maintien du régime indemnitaire actuel avant la mise en place du nouveau régime. Les agents demandent également une priorité de recrutement par voie interne, avec formation préalable pour tous les postes vacants ou à créer. Si le dialogue ne permet pas de régler ce conflit, le mouvement de grève reconductible débutera ce lundi 12 décembre. Et nous repartons maintenant du côté de Longoni où se trouve actuellement la directrice de cabinet de la préfecture, Madame Florence Zilbert-Bézard. Et bonsoir. Ah. Isabelle. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui Isabelle, on vous entend. Donc. Ce ne sera pas la directrice de cabinet, mais plutôt le chef de la gendarmerie qui s'est occupé de l'opération. Isabelle, on reviendra tout à l'heure avec vous. On va passer maintenant avec cette problématique qui aujourd'hui préoccupe l'île au Lagon avec cette ressource en eau qui aujourd'hui est insuffisante. On en parle avec notre invité Patrice Foncé, chef du service environnement et prévention des risques à l'ADL. Alors on en parlait tout à l'heure, on vous l'a dit, en ce moment Mayotte est dans une difficulté particulière puisque l'eau manque. Alors bonsoir à tous. Effectivement, Mayotte doit faire face aujourd'hui à une situation de sécheresse qui est avérée déjà depuis plusieurs mois. Alors je pense, pour commencer, je voulais rappeler d'où vient l'eau consommée à Mayotte pour que tout le monde soit conscient des efforts qu'il faut faire et sur quelle nature d'économie on peut envisager que la population se mobilise. Alors d'abord, la production d'eau potable est assurée par 3 types de ressources. Des eaux souterraines, prélevées par forage, mais ces forages sont peu productifs. La ressource en eau souterraine est peu abondante à Mayotte du fait de sa géologie particulière. La ressource principale, c'est les eaux de surface qu'on va prélever par des captages au fil de l'eau dans les rivières, mais surtout, cette eau de surface, on va la stocker pendant la saison des pluies dans 2 grandes retenues, la retenue de Combani, la retenue de Dzoumogné. Ces 2 retenues ont une importance capitale, essentielle pour la production d'eau potable tout au long de l'année. Elles se remplissent en un temps très court, entre décembre et mars, et elles permettent de faire face à un équilibre entre la demande de la population en eau potable et la mobilisation des ressources pour y répondre. Alors, troisième source.
Alors, la troisième source, elle est plus anecdotique, effectivement, c'est l'eau de mer qu'on produit avec une usine de dessalement sur petite terre, mais qui ne représente que 4% de la production d'eau, de la ressource mobilisée pour la production d'eau. Donc c'est très anecdotique. Alors en ce moment, qu'en est-il très exactement de notre ressource en eau à Mayotte? Alors, depuis déjà début octobre, un comité de suivi de la ressource se réunit régulièrement pour analyser cette situation hydrologique et les tendances météorologiques et faire des propositions au préfet de manière à prendre des mesures de façon suffisamment précoce pour éviter des perturbations sur notamment l'usage prioritaire qui est la distribution d'eau potable. Alors aujourd'hui, les pluies sont déficitaires largement depuis le début de cette saison sèche. Ça fait suite à une deuxième année, à une année 2016 qui était déjà déficitaire. Et surtout, donc, on constate évidemment que les cours d'eau, le niveau des cours d'eau baisse de façon préoccupante. Et bien sûr, les retenues également. En un mois, donc, elles ont perdu plus de la moitié de leur stock. La situation est particulièrement préoccupante sur la retenue de Combani, donc, qui aujourd'hui est à un taux de remplissage de 20%. Alors justement, il y a peu, on était en vigilance forte pluie. Comment expliquez-vous le fait que justement ça n'a pas pu régler Alors c'est le paradoxe du climat à Mayotte. Effectivement, on peut avoir des précipitations très fortes, mais également qui vont succéder à une saison sèche durable. Donc en fait, on a une inertie pour que les systèmes hydrauliques se rechargent. Donc il faudra quand même plusieurs semaines avant de remplir de nouveau les réserves. Donc, ces signaux d'alerte, déficit de pluie, niveau très bas des réserves, ont incité le préfet à prendre un arrêté de limitation des usages de l'eau, donc de réserver l'eau à l'usage prioritaire qui est l'eau potable, la consommation humaine. Alors là, on parle de limitation. Est-ce qu'il faudra peut-être envisager des coupures? Alors, aujourd'hui, le préfet, quand il prend un tel arrêté, c'est qu'il fait d'abord un appel au civisme. Il veut mobiliser, sensibiliser la population pour qu'elle, d'abord, réalise des économies importantes. Il faut fermer les robinets d'eau, il faut lutter contre les fuites sur son réseau intérieur. Donc, prendre toutes les mesures qu'on peut pour réduire le gaspillage. Souvent, on pense que l'eau potable, c'est une affaire de techniciens. C'est d'abord une affaire de consommateurs. Les consommateurs sont les principaux acteurs et c'est eux qui peuvent éviter que, si jamais, effectivement, les pluies n'arrivent pas dans les prochains jours, éviter qu'on aille vers des perturbations de la distribution en eau potable. Pour l'instant, c'est le préfet qui prendrait cette décision si on allait vers une distribution partielle de l'eau potable sur certains secteurs. Alors on parle de sensibilisation. Est-ce qu'au regard des éléments qui sont en cours actuellement, est-ce qu'il faut, on peut parler également de sanctions pour ceux qui ne respecteraient pas ces mesures? Alors, un arrêté préfectoral qui serait normalement décliné dans quelques jours en arrêtés municipaux également, donc feront l'objet effectivement de contrôles sur le terrain. Il y a des équipes donc de la police de l'eau, de la brigade nature, mais je parle également de la gendarmerie, de la police nationale, mais également des polices municipales dès que l'arrêté préfectoral sera décliné en arrêtés municipaux, qui pourront vérifier sur le terrain, au plus près des usagers, que l'on respecte bien ces mesures de restriction. Mais surtout, encore une fois, c'est un effort collectif qui doit être fait pour essayer de conserver le plus longtemps possible cette distribution d'eau potable qui est vitale pour l'économie de l'île. Merci beaucoup Patrice Poncé. Je rappelle que vous êtes le chef du service environnement et prévention des risques à la DEAL. Et enfin, nous vous en parlions lors de notre édition d'hier. Le collège de Passamanti a lancé à l'occasion de la semaine de la solidarité de nombreuses activités sur le thème des jeux solidaires. Une première pour l'établissement, mais qui s'inscrit complètement dans les valeurs inculquées aux élèves, à savoir faire ensemble pour vivre ensemble. Et avec 160 661 élèves répartis en 71 classes, l'établissement a en son sein 2 classes Ulysse
bus créé pour l'accueil de 20 élèves porteurs de handicap. Alors cette semaine aura été l'occasion de montrer aux uns et aux autres les difficultés que peuvent rencontrer ces élèves afin de sensibiliser le plus grand nombre. Les précisions dans ce reportage signé Adèle Laurent. C'est une fresque qui représente la solidarité. Il y a le maquis qui aide l'hippocampe comme elle ne peut pas courir. Là, c'est l'hippocampe qui aide le maquis comme le maquis ne peut pas nager. Ils sont tous les deux vainqueurs parce qu'ils se sont entraidés. C'est la solidarité. Ensemble, les deux animaux peuvent réussir tous les deux. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est cette valeur de solidarité qui a vocation à être transmise aux élèves et au personnel du collège de Passamenti tout au long de la semaine. Et pour ce faire, de nombreuses animations ont été mises en place. Il y a bien sûr les Jeux paralympiques, mais aussi des récits de poèmes, des tutorats informatiques, une initiation aux gestes de premier secours, la fresque réalisée spécialement pour la semaine avec Lucille Lecomte, professeure d'art plastique, mais aussi des groupes de parole sur l'idée de communiquer avec une personne qui possède des difficultés impactant la communication. Un parcours fauteuil a également été mis en place au sein de l'établissement avec l'association Toi aussi. L'ambassadeur de la Semaine de la Solidarité nous en dit plus. Les actions servent à mettre les gens normaux dans une situation de handicap pour comprendre les difficultés qu'on peut rencontrer. J'arrive pas à communiquer avec les gens, ils se moquent tout le temps. Grâce à ces actions, j'espère qu'ils comprendront la situation des personnes avec un handicap. C'est bien parce que peut-être ils vont arrêter de se moquer des autres. Et les élèves ont effectivement pu se rendre compte des difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap. Celle qui était vraiment difficile, c'est ouvrir la porte. Parce que tu dois tenir la porte et tenir la chaise roulante que tu tombes pas. On doit être solidaire parce que c'est bien. On montre l'exemple que c'est pas bien de se moquer des autres. Je dois montrer l'exemple aux autres que c'est compliqué d'être en fauteuil roulant parce qu'il faut pousser alors que si on se coince dans un escalier, on ne peut pas monter et c'est compliqué. Je vais bien les aider parce que c'est compliqué. Et au collège de Passamenti, 20 élèves sont en situation de handicap et sont accueillis dans la classe d'unité localisée pour l'inclusion scolaire. Des dispositifs particuliers sont donc mis en place afin de leur permettre d'apprendre au mieux. En fonction des élèves que nous avons, donc nous repérons leurs difficultés. Par exemple, Fabrice a besoin, il est malvoyant, c'est-à-dire qu'il ne voit pas les écritures et tout ça. Donc on lui présente des sujets sur une feuille jaune. On avait détecté qu'il voit mieux sur une feuille jaune. Et donc à partir de là, on lui écrit en gros caractères et il y a l'auxiliaire de vie qui est là à côté pour l'aider à écrire en grand et tout ça. Cette année, on a beaucoup ciblé, nous, sur trois mots, respect, effort et solidarité. C'est pour ça que le collège a été baptisé Uvamoja, mieux vivre ensemble. Aménagement technique et humain, regard accueillant sur le handicap, la scolarisation des élèves en situation de handicap nécessite un accueil adapté dans les établissements scolaires. Et même si le collège Uvamoja avance dans ce sens, encore trop de jeunes ne sont pas pris en charge et auraient besoin d'aide spécifique, comme nous l'explique le nouveau principal du collège Uvamoja. Il reste beaucoup à faire. Déjà au niveau des élèves en situation de handicap, là qu'on travaille aussi avec la MDPH, avec des moyens qui sont assez limités sur Mayotte. On a beaucoup de retard par rapport à la métropole, mais c'est des choses que nous devons de mettre en place avec nos différents partenaires et puis avec l'institution. Donc nous voulons démontrer aussi que dans la nécessité et l'obligation de répondre au cahier des charges quand on accueille des jeunes en situation de handicap. Vendredi, la semaine de la solidarité sera clôturée par une après-midi de fête avec un concert de Mickey Dash, enseignant au collège, qui sera accompagné par les élèves d'Uvamoja. Quant à la deuxième édition des Jeux solidaires, elle aura lieu au mois de mai et sera dirigée vers les élèves des écoles primaires de Vaïbé et de Passamenti qui rentreront au collège Uvamoja à la rentrée prochaine.
Et Pierre Bellucci nous a rejoint concernant justement cet exercice qui a lieu en ce moment même du côté de Longoni. Pierre, tout à l'heure, la communication a dû être interrompue en raison des conditions sur place. Alors, qu'en est-il actuellement ? Oui, alors ça se poursuit. Il y a beaucoup de solennité, hein, c'est ce qu'elle nous expliquait. Ils sont vraiment tenus à faire un exercice grandeur nature dans des conditions comme si il se passait un attentat à Mayotte. On le sait, aujourd'hui, plus aucun territoire n'est épargné. Donc ils ne font pas ça pour faire peur, pas du tout. Au contraire, ils font ça pour être préparés au cas où il se passerait le pire, en l'occurrence un attentat. Et dans une école, au collège de Koungou. Un petit mot aussi sur le fait que beaucoup de gens ont été mobilisés. C'était aussi le moyen de tester à la fois les forces de police, à la fois les soins, parce qu'on a vu énormément d'ambulances. Ça n'a pas été annoncé avant, c'est-à-dire que nous, les journalistes, nous ne savions pas. Nous devions aussi être réactifs et savoir en combien de temps nous pouvions informer la population sur ce qui se passait. Alors Pierre, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette opération a pu avoir les effets escomptés? Parce qu'aujourd'hui, comme on n'a pas eu de communication préalable, est-ce qu'aujourd'hui, là, au niveau de la population, vous pensez que c'est... Écoutez, je pense qu'il y aura un bilan qui va être fait à partir dès demain pour voir si l'opération vraiment a porté ses fruits. Des retours de la population? Oui, alors écoutez, nous en tout cas on a relayé ce qui se passait, on l'a relayé. Alors c'est toujours difficile parce que on est dans le cadre d'un exercice, donc il ne faut pas affoler la population. D'un autre côté, il faut l'informer pour justement qu'on s'entraîne. On est vraiment dans le cadre d'un exercice, d'un entraînement. Rappelons quand même que le pays est toujours placé sous l'état d'urgence, donc forcément ce genre d'opération n'avait jamais eu lieu. Ça a aussi été l'occasion pour le GIGN, plus exactement le GIPN à Mayotte, pour la première fois de faire une opération grandeur nature à Mayotte. Voilà, on sait qu'ils ont des missions pas exactement les mêmes qu'ils ont en métropole. Là, ils sont intervenus pour la première fois, on le voit, ils ont fait un assaut dans des conditions réelles. Donc c'était très important maintenant, effectivement, sur est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça a bien fonctionné, est-ce que la population a pu être alertée, est-ce qu'elle a pris au sérieux aussi, dans le sens où c'est un exercice, c'est toujours plus compliqué. Ça, il faudra attendre un petit peu. Merci beaucoup Pierre, on suivra justement les effets après cet exercice. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, une édition rediffusée sur OM5 également disponible en replay sur notre site l'infoquesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et demain dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec à 7h Jamel Mekawi, directeur de l'INSEE Mayotte. À 7h30, la parole sera donnée à Soba Chaka, premier adjoint au maire d'Aqua. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.